Bonsoir mes amis, je suis contente de vous retrouver ce soir, la porteuse de voix, pour une nouvelle réflexion qui porte donc sur la 10e excuse de notre ami Wayne Dyer, je ne suis pas assez fort. Voilà un moment que je n'avais pas fait justement de réflexion à ce sujet puisque je continuais à côté d'essayer de créer d'autres méditations que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai eu besoin d'un petit peu de faire une préparation un peu écrite parce que cette nouvelle réflexion, je ne suis pas assez fort, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, qui même devient récurrent et qui peut être utilisé à tout bout de champ pour pas grand-chose. Et cette expression je ne suis pas assez fort ou assez forte reflète vraiment le doute, la non-confiance en soi et puis le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à un projet, face à quelque chose qui est important pour nous ou qui nous tient à cœur. Et j'ai eu besoin un petit peu de faire un petit peu plus de recherche à ce sujet parce que je voulais vraiment entrer d'une manière un peu plus profonde dans ce fonctionnement en disant que euh, nous avons tous eu une fois dans notre vie ce type de réflexion personnelle face à des inconforts, des impossibilités, et ça peut revenir de très loin. Je ne suis pas assez fort, c'est peut-être même pas quelque chose que l'on peut dire d'aujourd'hui, c'est peut-être avec un sentiment, une émotion que l'on a eu enfant et donc qui remonte à chaque fois sur quelque chose de particulier. Alors ça peut être intéressant de savoir d'où vient la racine de ces ressentis. Ça peut provenir de plusieurs sources. En premier, ça peut revenir d'une source de comparaison avec les autres, toujours à se comparer, soit au niveau des études, même au niveau de la force physique, hein, soit au niveau de ce que l'on peut gagner. Financièrement, on sait très bien qu'en France, l'histoire de dire ce qu'on gagne, ça reste relativement tabou par rapport à d'autres pays. Et puis, cette dévalorisation financière, c'est en fait notre bulletin de paie va représenter vraiment ce que l'on ressent et ce qu'on est. Donc il va y avoir une espèce d'identification à ce manque et la comparaison, effectivement, va amener cette identification de j'ai un bulletin de salaire qui n'est pas qui a un revenu modeste, pour celui pour qui c'est modeste, pour chacun ça dépend de ce qu'on en fait. Hein. Un SMIC pour quelqu'un, ça peut être très modeste et ça peut être très compliqué quand on a une vie de famille. Pour d'autres personnes qui décident d'avoir une vie plus minimaliste, cela peut être suffisant. Et donc cette comparaison aux autres, c'est plus maintenant une comparaison économique, mais avec ça va être un prolongement de cette comparaison économique et ça va être une comparaison de soi, de nos propres valeurs. Alors que on verra bien que effectivement, ce n'est pas ce que je possède, ce que j'ai, ce que je fais qui détermine qui je suis. Il peut y avoir ensuite une source, une racine provenant de l'éducation, des attentes sociales, une éducation de nos parents qui ont mis la barre haute ou qui nous comparent justement à notre frère ou à notre sœur parce qu'eux-mêmes ont eu ce type d'éducation. Une espèce de psychorigidité où on demande à l'enfant des choses qu'il n'est pas capable de donner ou en tous les cas des choses qui ne lui correspondent pas. Donc ça peut être aussi une histoire de goût. Une attente aussi de l'école. Alors ça aussi, ça peut être un sujet très particulier. L'attente de l'école, c'est vis-à-vis parfois de notes et une note trop basse ou une note temporairement trop basse dans le temps va faire que l'enfant, s'il a pris un 2 sur 10 ou un 5 sur 20, tout d'un coup il va y avoir une nouvelle dévalorisation puisque les notes vont amener aussi une comparaison avec les autres. Donc l'enfant va s'estimer nul, ne pas avoir les capacités, dire qu'il ne pourra pas. C'est bien dommage. Et puis il va y avoir aussi, comme une revanche sur la vie, des personnes qui vont être dans le perfectionnisme constant. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais contents de leurs résultats, jamais contents de ce qu'ils vont produire, de ce qu'ils vont donner, même si pour les autres ça paraît extraordinaire et ça paraît être de grands progrès, et bien pour la personne qui le fait, ça sera jamais assez bien. Derrière, il y a toujours voilà une espèce de compétition de vis-à-vis de soi-même, une revanche pour montrer aux autres que je suis capable, une reconnaissance par cette espèce de perfectionnisme. Donc qui amène une tension, qui amène véritablement un rétrécissement de soi à l'intérieur et qui finit par devenir de l'obsession. Donc je ne suis pas assez fort, on va trouver ça dans les entreprises, hein, dans ces compétitions un petit peu, notamment dans le monde du commerce, où eh bien, si vous avez plusieurs commerciaux qui sont ensemble, là encore une fois, il va y avoir un objectif à atteindre, un chiffre d'affaires à atteindre, et si le chiffre d'affaires n'est pas atteint, eh bien voilà, on va se retrouver donc avec
un souci encore de comparaison, de dévalorisation de soi. Et puis il va y avoir effectivement aussi un retour des expériences passées, voilà, des souvenirs. Alors je crois que c'est Damasio qui parlait de marqueurs sensoriels, de marqueurs positifs ou négatifs, c'est-à-dire que face à une situation que vous avez vécue, vous allez avoir par exemple un sentiment de rejet ou un sentiment de mal-être, d'angoisse, d'expression d'inconfort que vous avez pu ressentir quand vous étiez petit. Et puis quand face à une nouvelle situation, lorsque vous êtes adulte, eh bien ce marqueur sensoriel va revenir de nouveau tout simplement parce que il y a une racine, il y aura une goutte qui aura fait remonter un souvenir parallèle à peu près dans le mimétisme de ce que vous pouvez vivre en adulte, et ça va faire revenir donc des souvenirs très désagréables et, une façon de se voir finalement presque inachevée, c'est-à-dire que je n'étais pas fort quand j'étais petit, ben voilà, ça recommence, je suis pas fort quand je suis grand. Donc il y a aussi cet arrêt du temps, c'est-à-dire que les personnes estiment qu'à partir du moment où elles n'ont pas réussi quelque chose à un temps T, eh bien vont redémarrer de ce temps T-là, au lieu, finalement, on va le voir après, au lieu de faire un acte de résilience et de commencer à rebondir à partir d'un certain moment, c'est-à-dire de maintenant et non pas du passé. Donc souvent le retour au passé peut amener aussi effectivement un sentiment d'échec, un sentiment de répétition, un sentiment de cul-de-sac et un sentiment de n'avoir aucune solution. Alors, la force, c'est une construction mentale. En fait, chacun, on met la force là où elle est importante. Il peut y avoir des personnes, si on prend la force physique, eh bien, des personnes qui font de la musculation, s'ils ne la font que pour elles-mêmes, c'est pour reprendre peut-être un corps chétif, un corps qui a été malade, ou bien tout simplement avoir honte de son corps, ou trouver que on a des morceaux de son corps qui ne sont pas adéquats par rapport à ce que demande la société. Donc il y a des gens qui vont faire de la musculation, qui vont se mettre au sport. Si cette musculation reste personnelle et que ça fait du bien à soi-même, alors ça peut être une réponse à ce besoin et à cette demande de force. Si par contre c'est quelque chose, encore une fois, qui est en comparaison des autres et que finalement on va mettre en avant la force physique par rapport à quelqu'un qui a un corps un peu plus faible ou un peu plus petit, etc. Là, on est de nouveau, encore une fois, dans un sentiment de pression constante et dans un sentiment de comparaison. Il est bon effectivement de reconnaître ses faiblesses, d'en discuter, de les partager. Parce qu'il peut y avoir mimétisme avec d'autres personnes, on peut ne plus se sentir seul. Et une des réponses effectivement à cette solitude de je ne suis pas fort ou je ne suis pas suffisamment fort, eh bien c'est de pouvoir le partager avec d'autres personnes, qui ont passé ce même problème, ou d'autres personnes qui sont en train de le faire, et on voit bien que justement, à partir du moment où c'est partagé, ce qui semble être on va dire une montagne devient une taupinière, parce que les choses sont remises à leur place, et ce qu'on croit quelque chose d'absolument sérieux, d'absolument grave, en le partageant avec les autres, notamment avec ceux qui ont eu des expériences dans ce domaine-là et qui ont trouvé des solutions, à ce moment-là, ça nous permet de reprendre un calme, un apaisement et surtout de devenir observateur de cette situation et de se désolidariser de cette émotion de manque, de cette émotion de comparaison et de faiblesse. Alors il y a une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que les gens croient que pour être fort il faut faire des efforts extraordinaires et puis donner des résultats extraordinaires. Donc ça c'est pas vrai, enfin de mon point de vue. On peut faire un coup d'éclat, mais ce coup d'éclat là, quelque part je dirais, va valoriser notre force à la condition qu'on puisse le faire dans le temps, qu'il soit transmissible, répétitif et surtout qu'il soit fait avec le cœur et non pas pour que ça soit une pièce de théâtre dévolue à la reconnaissance dont on a besoin et pour que chacun nous applaudisse. Donc la force ne réside effectivement pas dans le coup d'éclat, mais elle va résider un petit peu dans la constance et dans l'effort. Alors on parle de plusieurs stratégies pour faire face à cette réflexion « je ne suis pas assez fort ». La première, c'est l'autocompassion. C'est déjà d'avoir tout doucement de l'amour pour soi, de reconnaître les efforts que l'on fait, de reconnaître que chacun nous faisons ce que nous pouvons avec nos propres capacités du moment, avec les ressources qui sont autour de nous,
Et c'est déjà beaucoup. Puis après, il y a le recadrage cognitif. Alors, il y en a certains qui vont dire, on va transformer, pour dire plus simplement, on va transformer une phrase négative en phrase positive. Exemple, par exemple, pour un examen, je ne suis pas assez fort ou je vais le rater, ça peut devenir, eh ben, pour moi, c'est un défi, je vais faire de mon mieux et je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ces ressources-là. Donc effectivement, à partir du moment où on transforme une phrase positive en une phrase négative en phrase positive, on passe sur un fonctionnement en neurosciences qu'on appelle la reprogrammation ou la plasticité neuronale. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez penser différemment, vous allez créer des nouvelles routes neuronales qui vont finalement vous raconter une nouvelle histoire, qui vont raconter un nouveau cheminement de vous-même, et par là même, vous allez vous-même créer de nouveaux neurotransmetteurs, de confiance, de joie, et vous allez quitter un petit peu cette réalité qui, je pourrais dire, est dépendante de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que l'on vous a dit. Donc si vous enfermez, comme dirait notre cher ami Wayne, si vous enfermez un instant vos cinq sens dans une boîte, et puis que ces 5 sens-là, vous les mettez de côté en vous disant maintenant je vais me focaliser sur une phrase ou je vais me focaliser sur une qualité ou quelque chose, à ce moment-là, vous déroutez votre cerveau puisque vous lui donnez une nouvelle alimentation, un nouvel aliment qui va venir donc nourrir ce sentiment de bien-être et cette nouvelle voie neuronale. Très intéressant, allez voir si je peux me permettre Joe Dispenza justement qui parle de ce sujet. On peut ensuite en faire une fixation d'objectifs réalistes, mesurables. Alors voilà, je repars. Spécifique, mesurable, atteignable et réaliste, ce que les coachs et temporellement définissent, ce que les coachs appellent en fait le SMART. Donc moi je vais y aller d'une façon un peu plus légère. Alors des objectifs spécifiques, c'est-à-dire vraiment qui ont un sens. Dans quelle direction je vais et qu'est-ce que ça dit de moi ou quel sens ça a pour moi et puis surtout spécifique à moi-même. Encore une fois, ce ne sont pas des objectifs de tout le monde, c'est un objectif qui m'est propre et qui est personnel. Mesurable, eh bien tout simplement, ça va être quels sont les petits efforts que je vais faire, comment je vais le voir. Peut-être d'un point de vue intellectuel, peut-être d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que je ressens, d'un point de vue aussi temporel, quels effets ça a sur moi, aujourd'hui j'ai fait quelque chose, quels effets positifs ou quels effets entre guillemets négatifs ça a eu sur moi, quelle expérience ça m'a donné, quelle réflexion ça me donne suite à l'effort que je viens de faire ou le temps que je viens de passer. Atteignable, bien c'est toujours pareil, ce sont des petites... alors atteignable, ça va être, comme parle Idriss Aberkane, des toutes petites récompenses, c'est-à-dire c'est pas la méta-récompense qui fait qu'on va tout faire d'un coup. Je reviens un petit peu en arrière, ça représente ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la force, c'est pas une montagne et c'est pas un truc explosif, mais ce sont des petits efforts au fur et à mesure, des petites choses qu'on peut atteindre. Et je me souviens dans une vidéo dont parlait Idriss Aberkane, si je me souviens bien et que je transcris bien, il disait qu'il avait des étudiants qu'il suivait et que ces étudiants, après, ou des doctorants, après avoir lu une dizaine de pages, s'il m'écoute peut-être qu'il me reprendra, eh bien ces étudiants mettaient des petits nounours en chocolat de guimauve, et une fois qu'ils arrivaient au bout de ces 10 pages, eh bien en fait il y avait cette récompense, cette petite récompense un petit peu régressive comme pour les enfants. Donc voilà, ce sont des mesures qui sont atteignables, c'est-à-dire que ces personnes-là ne se sont pas données à faire 100 pages dans la soirée, mais 10 avec au bout une petite récompense, ce qui peut être aussi votre cas en vous disant chaque soir pendant 10 minutes, je prends par exemple je prends l'intention d'aller lire une lecture qui me fait du bien, quelque chose qui va nourrir mon projet pendant 10 minutes. Et ça c'est atteignable. Au bout des 10 minutes, hop, vous sortez votre petit nounours en guimauve et vous avez atteint quelque chose. Réaliste, alors le réalisme va aller aussi sur l'atteignable, c'est-à-dire que s'il est 22 heures et puis que le lendemain vous réveillez à 6 heures du matin et que vous devez aller travailler et que vous avez décidé de travailler jusqu'à 4 heures du matin, je ne sais pas si c'est réaliste en termes de santé, en termes de compétitivité avec soi-même et en termes d'efficacité. Donc
vraiment ce réalisme et cette façon d'atteindre les choses, me semble-t-il, peuvent être faciles à faire à partir du moment où vous sortez un petit peu de votre rôle et vous vous mettez en observation, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bout d'une heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de prendre une pause. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de recadrer? Et donc, en fait, vous allez faire les choses tout doucement au fur et à mesure, comme en faisant en fait un rétro-planning de ce que vous avez créé et qui va vous permettre en fait de prendre la mesure de vos progrès. Et puis ensuite, temporellement défini, ben voilà. Alors, moi j'ai un petit peu plus de mal avec ce temporellement défini pour la simple et bonne raison que il y a des fois je vais mettre un temporellement défini dans un mois et je sais et je sens parce que la fatigue est là, parce que nous sommes humains, parce que je suis rattrapée par autre chose, que je ne vais pas le tenir. Donc, il peut m'arriver de le faire un temporellement défini uniquement sur la semaine, en me disant ben voilà, j'ai décidé de créer 2 vidéos, je vais essayer de les faire sur la semaine et je vais voir si je tiens ça. Nous sommes toujours dans les petits pas, dans les petites transformations qui nous permettent au fur et à mesure de prendre un peu plus de confiance en soi. Et puis en fait, il y a le partage. Voilà, il y a le partage, il y a le soutien des amis. Pareil, le soutien avec des personnes qui ont fait la même chose, parfois dans des groupes de parole ou avec un thérapeute, où on peut expliquer ce qui nous arrive, les choses se passent en nous, qu'est-ce qu'on ressent quand on dit je ne suis pas assez fort, qu'est-ce qui se cache derrière ça, parce que je ne suis pas assez fort, ça peut cacher autre chose, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance peut encore aller commencer à lever, chercher, comme dans les poupées russes, encore une racine encore plus profonde qui est j'ai besoin d'être aimé, et encore, je ne me sens pas suffisamment aimé, je ne me sens pas suffisamment écouté. Alors, j'en arrive un peu à la fin, je ne suis pas assez fort, ne définit pas qui vous êtes. Voilà. La force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais justement dans la capacité à reconnaître ses propres limites, à progresser lentement et à accepter le fait que nous sommes vulnérables et que c'est humain. Et à partir du moment où vous arrivez à accepter ça tout doucement, eh bien il y a une espèce de réconciliation qui se fait en soi, ce qui est le cas pour moi, ou quand je me mets un petit peu la barre trop haute pour certaines choses, ou quand je me dis je vais faire tant de vidéos de méditation parce que je suis passionnée, j'adore ça, mais à côté de ça, eh bien j'ai ma vie, il y a autre chose, il y a mes enfants, il y a mon autre travail, et donc je me dois pour moi, pour mon confort personnel, de me dire que j'ai aussi besoin d'être en disponibilité pour le reste. Donc j'aime bien aussi ce terme, être en disponibilité pour le reste, être en disponibilité pour soi. Je ne suis pas assez fort peut être aussi une question de temps et de vouloir faire tout de suite, maintenant, pour que ça donne des résultats rapidement. Or, il a été prouvé qu'en fait, il vaut mieux qu'on fasse des tâches les unes après les autres, qu'on permette à notre cerveau de faire les tâches les unes après les autres, de donner à notre cerveau, à notre façon d'être, la capacité d'intégrer, de valider et de digérer une première expérience pour continuer le reste. Donc cette idée de réconciliation avec soi, cette idée de permission de se donner le temps aussi, ça peut nous permettre aussi de mesurer ce que l'on ressent, ce qui est justement atteignable ou pas, et puis de se dire que j'ai aussi le droit de lâcher un moment, de me faire un pas de côté pour juste ressentir les choses. Après, je voudrais peut-être aller sur un autre mode de fonctionnement qui est cher à notre ami Wayne, qui est vraiment ce côté humain, ce côté, je vais utiliser le mot spirituel, hein, ce côté humain, ce côté spirituel. Certaines personnes peut-être se reconnaîtront. Je m'engage un petit peu plutôt là dans une voie un peu plutôt personnelle. Nous ne sommes pas seuls, voilà, nous sommes tous interconnectés. Pour ceux aussi qui ont des croyances, alors ça peut être aussi des croyances avec, je vais vraiment un petit peu plus loin que ce que je fais d'habitude, des croyances avec une espèce de protection personnelle qui peut se mettre en place, des croyances que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des personnes qui pensent à nous, qui sont là un petit peu pour nous diriger, et puis pour nous dire, pas nous diriger dans le sens nous commander, mais nous accompagner, nous faire des petits signes. On va l'appeler la guidance, on va l'appeler l'intelligence profonde, on va l'appeler son moi supérieur, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler Allah, on va l'appeler Bouddha, on va l'appeler Siddhartha, on va l'appeler ce que toutes les religions peuvent appeler, ou bien tout simplement lorsque nous n'avons pas, que nous sommes agnostiques, nous pouvons croire à autre chose, hein, à une humanité profonde, à une énergie. Et bien aussi on peut aussi se réconforter
en se disant que nous ne sommes pas seuls et qu'on peut continuer notre cheminement et que nous faisons du mieux possible. Et l'avantage, c'est que on peut se permettre de tomber et puis de remonter. Et je pense que c'est ça la différence qui nous rend si particulièrement humains, si précieusement humains, c'est de se donner la permission, la capacité, la disponibilité de pouvoir à un moment tomber si on a besoin de tomber, en sachant que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours autour de nous des ressources. Après, il y a un exercice que j'aime bien, qui est intéressant aussi, c'est de voir autour de soi les personnes qui peuvent nous inspirer, personnes célèbres ou pas, personnes vivantes ou pas, personnes de notre famille, qui peuvent aussi nous inspirer, qui ont comme ça traversé des moments qui sont difficiles. Et voilà, je ne suis pas assez fort. Qu'est-ce que ça définit? Qu'est-ce que ça dit en vous? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pour vous quand vous le revisitez? Et encore une fois, je nous engage tous à comprendre que nous sommes merveilleusement, précieusement, sensoriellement, fragilement et merveilleusement, fortement humains. Et avant d'être humains, nous faisons tous partie du vivant. Et ce vivant nous permet effectivement de faire des essais, de recommencer et de réessayer et de nous améliorer. Et de nous donner aussi le droit à un moment de déposer les armes et puis de nous bercer dans notre fragilité, dans notre sensorialité et dans le partage avec tous. Bonne soirée et merci de me dire ce que vous ressentez suite à cette petite réflexion personnelle auquel j'ai donné plus de profondeur que d'habitude. J'espère qu'elle vous parlera. Elle est toujours dans la transmission libre, dans le plaisir du partage avec vous. Bien entendu, elle n'engage que moi-même. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce que je ressens moi profondément et je vous le partage avec un grand plaisir en espérant que ça laisse une porte ouverte à votre compréhension personnelle, à votre questionnement surtout. Ça, moi, j'aime beaucoup que les gens se requestionnent. S'ils ont besoin de se remettre un petit peu en question, s'ils ont besoin de refaire un peu le tour de la quadrature de ça, de se dire que je ne suis pas assez fort, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de mental, c'est juste une question humaine. Comment moi je me positionne par rapport à ça et déjà se gratifier de l'endroit dans lequel on est, parce que je suis sûre que les 3/4 que nous sommes, nous avons dû passer tous des moments difficiles, des moments de doute, des moments de désespoir, voire même des moments où on relâchait tout, on n'y croyait pas, mais il y a toujours une petite pointe de lumière qui vient vers nous et moi je m'engage à essayer de pouvoir allumer cette petite pointe de lumière avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie aussi, et puis les capacités du moment pour moi. Bonne soirée.